Alors qu'il y avait Alors, on passe maintenant au Togo pour évoquer ces échanges entre Faure Gnassingbé et Nana Akufo-Addo sur la crise togolaise. Le président togolais s'est rendu à Accra, au Ghana, le dimanche dernier, chez son homologue Nana Akufo-Addo. Les deux chefs d'État ont eu à parler des questions d'intérêt commun en vue de l'approfondissement des relations de coopération entre le Ghana et le Togo. Outre ces points, Faure Gnassingbé et Nana Akufo-Addo sont revenus sur la crise politique togolaise. C'est la division de la communication de la présidence de la République togolaise qui a rendu publique l'information. Selon cette cellule, Faure Gnassingbé a effectué cette visite de travail et d'amitié chez son homologue ghanéen. Nana Akufo-Addo, également co-facilitateur dans la crise togolaise, créé d'autres été une visite de travail et d'amitié dans la nuit. Non, je crois que les deux chefs d'État ont calé cette rencontre vu la disponibilité qu'il y a dans leur agenda. Donc, on ne peut pas leur refuser cela. Donc, la nuit, on travaille aussi. La nuit, on travaille. Et ce n'est pas une nuit ordinaire, donc c'est un week-end. Et ils vont entamer la semaine. Donc, je crois que, en fait, c'est pour rigoler, mais c'est pour dire également que les deux hommes ont la maîtrise de leur agenda. Et ils peuvent se voir à tout moment. Donc, ils peuvent se voir le matin, se voir plutôt à midi, ou bien se voir le soir, ou bien en matière politique et diplomatique, tout cela compte, hein. Non, mais quel est cette quand on parle de Nana Akufo-Addo, oui, c'est le président du Ghana, mais c'est le co-facilitateur de la crise. Et on va le voir dans la nuit, en pleine crise, ne pas faire le rapport, c'est pas non, bien. Non, je crois que nous n'allons pas faire comme le commun des mortels, nous investir dans les supputations et autres là. Mais moi, je dis, donc, j'accorde à ces deux chefs d'État le bénéfice du doute. Le créneau qu'ils ont pu dégager, pour moi, c'est cette heure de la journée de se rencontrer autre là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Donc, selon les informations que nous avons eues, donc les deux chefs d'État ont discuté des intérêts communs à nos deux pays, mais toujours est-il que la discussion ne va pas s'arrêter là. Est-ce que c'est bon, l'intérêt commun, d'accord, mais c'est des choses qu'on peut pas avec au téléphone, parce qu'on a, par exemple, Donald Trump qui appelle tout le temps Vladimir Poutine au téléphone, qui appelle Angela Merkel au téléphone. Qu'est-ce qui urge pour que ce soit dans la nuit que le président prenne un avion, débarque à Accra et revienne le lendemain? Non, je crois que l'avion, c'est un moyen de transport. Et c'est un moyen de transport qui est assez rapide aussi. Donc, l'urgence même, je dirais... moi, je ne parlerai pas en termes d'urgence, mais de cette nécessité pour les deux hommes-là d'État de se rencontrer avant lundi. Donc, avant lundi, et après avoir passé la journée, la grande partie de la journée dominicale dans leurs familles respectives, donc ils ont jugé bon qu'il y a un créneau libre, donc ils peuvent se rencontrer autre là. Donc c'est de leur liberté. Donc nous n'allons pas polémiquer là-dessus. Maintenant, l'essentiel pour nous, l'information que nous voulons, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ouais, donc là, on dit que ils ont parlé des intérêts communs au pays. Oui, mais les intérêts communs aussi. Donc au-delà de ces intérêts communs, sûrement qu'ils ont abordé les sujets politiques concernant le Togo. Alors, Francisco, est-ce que vous croyez dans les termes évoqués par la présidence togolaise, visite de travail, d'amitié, on a évoqué les questions d'intérêt commun dans la nuit? Non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas quand même de temps pour parler de la vie des pays. C'est-à-dire quand on parle de questions d'intérêt commun, c'est quoi ces questions? Des questions frontalières? Oui, il y a des questions intérêts communs, il y a des questions frontalières. La route qui doit déboucher sur nos pays, qui tarde à finir. Le Ghana est chaud là-dessus. Parce qu'il faut que ça finisse vite. Le chantier à Blaberefo, on est passé, les engins sont partis. On ne sait pas quand est-ce que les travaux vont reprendre. Je peux retourner pour voir ce que... Il y a aussi le litige frontalier en haute mer. La délimitation de la frontière en haute mer. Même la repossession des terres du Togo britannique. Donc il y a des sujets qui devraient être faits. On n'en parle pas, puisqu'on n'arrive pas à gérer le petit. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui est pendant? C'est un sujet qui est pendant. Et il y avait même une date limite qui a été qui est passée. Non, qui s'occupe de ça? Ce sont les deux chefs d'État, c'est les deux États. C'est de gérer le petit pays là. Bon, et donc, et puis il y a... C'est des questions aussi urgentes que ça, ces questions-là. Pour l'instant, le minimum là, c'est de gérer les petites crises là, qui font que des présidents étrangers
soit obligée, la CEDEAO soit obligée de venir se gérer totalement, sinon prendre notre souveraineté, puisque aujourd'hui le Togo ne se possède plus. Donc c'est normal que le chef de l'État se déplace, même si c'est à minuit, on l'appelle, il va courir, il sera obligé d'aller. C'est une convocation, c'est ça? Bon, je ne sais pas. Bon, si c'est à minuit qu'il veut dire, parce que les rumeurs courent toujours que nous tous nous sommes sur écoute. Peut-être lui-même, s'il est sur écoute, il préfère aller parler en huis clos. Bon, mais il y a de sérieux. Si vous avez suivi dans la semaine, il y a eu même le président Talon et le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui ont fait un bref sommet sur la CEB. Sur la CEB. Je pense les 50 ans de la CEB. Oui, mais ça a beaucoup de conséquences parce que lorsqu'on voit là-dedans où la CEB va se limiter juste, par exemple, à la gestion du barrage de Nangbeto et que juste à la gestion du réseau. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de crises à la CEB qui vont surgir au niveau de l'emploi et autres. Et que quand chaque pays doit désormais commander sa propre consommation, ce qui, nous, on prend notre grande partie de consommation de l'électricité au Ghana. Donc, il faudrait peut-être qu'il s'assure de ça avant de revenir voir son homologue béninois parce qu'il y a des factures lourdes à payer. Je dis toujours que nous avons vraiment une lourde dette que nous allons payer. Je ne sais pas comment on va sortir à partir de janvier. Donc, que les deux hommes décident de se voir, même si c'est à 1h ou à 2h, c'est qu'il y a urgence, ce n'est pas pour aller chambrer du champagne, ça, c'est qu'il y a une urgence. Et si ce n'est pas le président ghanéen qui se déplace, c'est que c'est nous qui avons besoin forcément de l'autre. Et on est obligé, on ne peut pas répondre au téléphone et on est obligé de se déplacer. C'est ça. Horus, Francisco fait un parallèle intéressant, c'est qu'il y a la rencontre avec le président béninois le lendemain, enfin 2 jours après, et Faure Gnassingbé va voir son homologue ghanéen pour ficeler un certain nombre de questions sur la question énergétique avant de venir discuter avec Talon. Ça dit que la crise togolaise est passée dans les discussions, dans les divers, quoi. Non, pas forcément, parce que quand on voit la phrase telle qu'elle est stipulée, la formulation de la phrase, ben oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si tu peux la reprendre. Laquelle? C'est-à-dire que la présidence parle des questions d'intérêt commun en vue de l'approfondissement des relations de coopération entre le Ghana et le Togo. C'est ça. Et pour qu'il y ait cet approfondissement de coopération, il faut que le Togo soit stable et résorbe son problème de crise. Maintenant, quand il y a ce genre d'échange entre présidents, effectivement, je pense que oui, il n'y a pas d'heure du moment où des questions importantes doivent être réglées. Par contre, je pense qu'il y a des subtilités dans le jeu démocratique au niveau du continent africain. Alors, je vais m'expliquer. Si, par exemple, vous prenez le président Faure Gnassingbé, il est élu, je pense, depuis 2005. On est en 2018. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Alors, il a été au pouvoir pendant 13 ans. Mais dans les pays voisins, il a vu défiler des hommes d'État qui ont été chefs d'État. Donc, il a vu défiler des personnes qui n'étaient pas encore présidents. Qui peut-être lui ont donné même des lettres de doléances. Donc, qui étaient ses subalternes, qui sont devenus après présidents. Et qui après ne le sont plus. Donc ça veut dire que à son niveau, il a un vaste réseau de contacts dans le sens où il a connu peut-être Macky Sall quand il n'était pas encore président, il a connu M. Talon quand il n'était pas encore président, et M. Talon, on sait l'homme d'affaires qu'il est. Donc il va de soi qu'il a pu avoir déjà des contacts entre ces deux hommes, sous d'autres cieux, pour d'autres problèmes. Même chose quand on voit le Ghana, même chose quand on voit d'autres pays, au niveau du Burkina Faso. Donc, ce sont des subtilités, elles ne sont pas politiques, mais elles sont, comment dirais-je, elles sont anecdotiques et diffuses, dans le sens où M. Faure Gnassingbé dispose forcément, non pas seulement d'un large carnet d'adresses, de personnes ayant été présidentes ou pouvant être potentiellement présidentes. Il y avait la question, je trouve très judicieuse, de Francisco quand il parlait du Nigeria par rapport à M. Buhari et des trucs comme ça. Oui, généralement, on nous fait croire, surtout en viciant nos médias, que nos pays ne sont gérés que strictement à nos frontières. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose de très collégial. Une décision au Nigeria peut impacter sur la sous-région. Une décision au Togo peut impacter sur les autres pays. Je disais la fois dernière sur le plateau que le mal
au niveau du Togo, c'est que on est très mal informé sur nous-mêmes. Là, par exemple, en ce qui concerne les échanges avec le Ghana, bon, on est ballotté, on n'a pas l'information même, on ne sait pas si c'est la crise et tout ça. Mais en réalité, en tant que Togolais, quelle est, de manière officielle, de manière enrichie, on a des intellectuels, on a des gens qui peuvent comprendre, avec des chiffres et tout ça, quelle est la position stratégique, économique, militaire, tout ce que l'on veut, quelle est la position stratégique du Togo dans la sous-région pour qu'ils puissent maintenant éclairer tous les acteurs, que ce soit de la presse, les universitaires, tout ça, qu'ils puissent les éclairer et comprendre, je donne un exemple, comprendre des prises de décision aussi particulières qu'un sommet Israël-Afrique au Togo. Ou par exemple, le fait que le port autonome de Lomé soit maintenant d'envergure. Voilà, il nous faut ça. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas. Alors, Credo, si on suppose que les deux hommes n'ont pas dû qu'évoquer la crise, ils en ont parlé quand même. Non, mais moi, je crois, tu insinuais que même si ça ne constituait pas un point à l'ordre du jour, assurément que dans les divers, ils vont parler de cela. Et je dirais les intérêts communs. Ça veut dire clairement que, comme le suppute un certain nombre de personnes, Faure Gnassingbé n'a pas été convoqué à Accra. Non, mais je crois que le communiqué n'a pas parlé. On nous a parlé d'une visite de travail et puis d'amitié et autres là. Donc on ne peut pas parler lorsque c'est le travail, l'amitié, donc on ne peut pas parler de convocation. Donc... Non, c'est juste peut-être pour faire déchanter ceux qui sont dans un certain nombre de rêveries, c'est-à-dire, et comme l'a rappelé aux Russes, Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005, c'est le doyen des chefs d'État de la sous-région. Il ne peut pas être convoqué, c'est ça? Non, je crois que souvent on va chez le doyen. Souvent on va chez le doyen. En fait, c'est que nous sommes dans des régimes, dans des pays où on ne prend pas compte. On s'en fout du peuple. Sinon, là, la présidence a rendu compte. Oui, ouais, le compte rendu. Maintenant, peut-être que c'est insuffisant. Le compte rendu, la protection. Donc, c'est pas suffisamment de compte rendu parce que, quand même, c'est l'argent du contribuable qui est dépensé. Et puis, c'est notre président qui a pris un risque. Non, mais moi je crois. Moi, je crois qu'on peut déjà. Il y a les voitures. Non, je ne peux pas attendre parce que tu m'as arraché la parole. Donc là, tu n'avais pas la parole. Non, mais moi je dis. Oui, non, je te le concède. Mais c'est qu'il ne faut pas que ça ressemble à cette chose-là qu'on dise que lorsque une autorité, soit le préfet, arrive dans un village, il y a quand même un partisan un membre de leur parti qui essaie de l'approcher et puis il fait comme il a parlé, puis quand il parle on dit bon, disons que il va aller et puis bon, on dit que non, qu'il est avec comment l'appelle-t-on avec Ado, mais il n'a pas de pression, chose, mais ce que je dis, l'heure à laquelle il est parti, c'est qu'il y a eu urgence, il y a quelque chose. S'il est le doyen, normalement c'est les autres qui devaient le visiter. Non, je ne sais pas si on non, je dis, il faut faire attention. Je pense qu'il y a la démarche protocolaire, mais je pense qu'on met beaucoup de côté la personnalité peut-être de l'homme. Je vais m'expliquer. Je me rappelle qu'au Togo, on avait eu le président Kérékou, qui, parce que je pense à l'époque avait un problème d'avion. Il venait souvent prendre son vol ici. Il prenait sa voiture pour venir prendre le vol ici avec, je pense, le président Yadema. Il faut faire attention. Ça ne faisait pas du président Kérékou un subalterne au président Yadema. Les deux sont généraux, il ne faut pas l'oublier. Non, mais moi je dis, c'est difficile pour Yadema de prendre son avion, aller garer et puis prendre Kérékou. Quelles que soient les choses, c'est difficile. Non, mais c'est Kérékou qui était demandeur. Non, mais moi je dis non, on ne va pas retourner dans le passé pour parler de Yadema et puis de Kérékou et autres là. Mais je voudrais nuancer un peu le propos de mon confrère Francisco pour dire oui. Aujourd'hui, le chef de l'État togolais, le doyen, dans l'espace CEDEAO, et
Et en tant que doyen, donc il faut une certaine dose d'humilité aussi pour approcher les autres chefs d'État. Donc, il faut leur inculquer cela. Donc, c'est pas parce qu'il est doyen qu'il doit rester dans sa tour d'ivoire et autres là. Donc, il peut également se déplacer si les besoins se font sentir. Et là, il y a également ce souci de principe de redevabilité, donc c'est-à-dire de compte. Mais moi, pour une fois, je voudrais féliciter les services de communication de la présidence qui ont vite fait de sortir un communiqué. Donc, c'est déjà un outil pour nous. Donc, on nous a dit qu'ils ont parlé des intérêts des deux pays. Mais toujours est-il que, toujours est-il que ce qu'ils se sont dit exactement, on ne peut pas le dire sur la place publique. Mais il y a déjà, on nous a donné des pistes de réflexion et autres là. Donc, ce que les deux chefs d'État se sont dit réellement, entre eux, hors micro et autres là. Donc, on ne peut pas l'étaler. Et je ne suis même pas sûr que le directeur de la communication de la présidence ait assisté à ce huis clos et autres là. Mais c'est ce que le protocole voudrait qu'on dise dans ce genre de communiqué. Donc on pèse tous les mots et autres là. Donc, et vous aurez remarqué que les deux chefs d'État ont été après à l'aise lorsqu'ils ont parlé à des médias et autres là, des médias ghanéens. Et là, on en a encore cette confirmation que le chef de l'État togolais parle aisément et très bien l'anglais. Ça est l'anglais qu'il avait parlé au Nigeria il y a quelques semaines. Non, c'est pour dire que en fait, nous, oui. La cellule de communication a fait son travail, mais qui est très limité. C'est ça qui nous donne la matière. Attendez, c'est ça qui nous donne la matière. Non, qu'est-ce qu'on voudrait demander encore à la cellule de communication? La cellule de communication a rendu compte, mais la cellule de communication ne s'est pas levée pour prendre le communiqué là comme ça. Donc là, mais il faut avoir l'aval du plus haut sommet et autres là. Et le service de communication n'était pas dans la salle d'audience pour nous dire qu'ils ont discuté, même s'ils ont assisté, même s'il y a des collaborateurs de ces deux chefs d'État qui ont assisté, le communiqué qui doit être sorti, donc ne va pas aller dans les détails et autres là. Toujours est-il, nous sommes en train de faire des insinuations qu'au-delà, les intérêts communs entre les deux pays, et tu as fait le rapprochement, les intérêts communs, c'est également... énergétique. Non seulement la question énergétique et autres là. Mais la crise togolaise est une préoccupation également pour le Ghana. Parce que si ça dégénère aujourd'hui au Togo, donc les premiers réflexes, soit nous allons au Ghana, nous allons au Bénin, ou bien nous prenons la route du Burkina, ou bien de la Côte d'Ivoire et autres là. Même s'il faut aller en Côte d'Ivoire, mais il faut passer par le Ghana et autres là. Parce que tout le monde n'a pas ce privilège de prendre l'avion et autres là. Donc là, une instabilité au Togo aujourd'hui va rejaillir sur la sous-région et autres là, disons-nous la vérité. Et lorsque, je crois que c'est Horus qui s'est amusé à parler, à réfléchir en termes du positionnement stratégique de notre pays et autres là. Mais nous verrons que dans les missions onusiennes, le Togo joue un rôle assez important. Joue un rôle assez important. Mais est-ce que ça fait le plaisir de tous les citoyens, ou bien est-ce que ça fait le plaisir de tout le monde? Est-ce que les gens ne portent pas des greffes pour le Togo parce qu'on est présent sur tous les théâtres et autres là? Donc voilà autant de réflexions. Mais l'essentiel, comme l'intitulé même de ce débat, de cette entité, donc qu'est-ce que les hommes se sont dit? Donc ils ont parlé du bien-être, je suppose, qu'ils ont parlé du bien-être de nos deux pays et qu'ils ont également réfléchi sur la crise socio-politique dans notre pays. Forcément, ils doivent s'y plancher parce que le président ghanéen est l'un des facilitateurs. Et là, il y a quelques semaines, aussi bien la délégation gouvernementale que la délégation de la C14 était chez le facilitateur. Mais on a vu, est-ce que les lignes ont bougé depuis la dernière rencontre de Conakry et autres là, le président ghanéen, peut-être qu'il a voulu, au-delà de ses intérêts, dans ce qu'on met d'intérêts communs à ces deux pays, à prendre langue directement avec le chef de l'État togolais pour avoir son appréciation directe de la crise sociopolitique et surtout des approches de solutions qu'il pourrait avoir à son niveau. Et je crois qu'entre des hommes d'État, il y a des choses qu'on peut se dire, mais qu'on ne peut pas rendre public. Ça, c'est clair. C'est normal, même entre nous, on ne va pas tout rendre public. Non, mais tu as rendu tous les problèmes de la presse togolaise publique. Maintenant, c'est vrai, on le dit, les deux hommes ont dû parler de la crise. Ça veut dire quoi? Que le président togolais a fait le point à son homologue ghanéen de l'évolution des choses, du refus de la C14 de prendre part au processus électoral, de là où on en est avec la CENI et tout ça.
Non, mais est-ce que c'est un refus de la C14 de prendre parti? On a tout fait pour que la C14 ne participe pas, sinon l'opposition et en général. Est-ce que les membres de l'opposition sont à la CENI? Est-ce qu'ils ont participé au recensement? Mais ils ont refusé, délibérément. Est-ce qu'ils ont participé au recensement? Mais ils ont appelé au boycott. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, mais ils ont appelé... C'est toujours la politique de la chaise vide. Non, c'est un mot, politique de la chaise vide. Et donc ce n'est plus une expression, c'est un mot maintenant. Bon, c'est une expression. Ceux qui parlent de politique de la chaise vide, et je dis, la C14 a dit, je ne vais pas aux élections. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent les obliger à aller aux élections. C'est un choix aussi. Oui, c'est un choix. Démocratique. Si, mais quand ils disent que nous allons empêcher ces élections à tout prix... Ceux qui vont, qu'ils aillent. Et puis qu'ils assument leurs responsabilités. Et là, dans l'autre sens aussi, lorsque vous dites que vous n'allez pas aux élections, vous appelez, non, je parle de la C14, donc vous n'êtes pas un membre de la C14. Non. Ah, ce que je sache, peut-être que vous l'êtes devenu subtilement et autres là. Mais je vous conseille parce que je vois en face de moi un confrère journaliste qui fait également des analyses. Mais on a vu tout le processus. La C14 a appelé ses militants au boycott. Ça n'a pas marché, c'était des appels vains, jusqu'à ce que... Mais on ne peut pas dire que la C14 ait eu cette envie délibérée de ne pas participer aux élections. Parce que si c'était ainsi, mais la C14 n'aurait pas lutté pour avoir 8 places au niveau de la CENI. Mais on leur a donné la 8 places. Mais c'est toujours la politique de la chaise vide. C'est toujours la politique de la chaise vide. Non, c'est le faux fuyant. Oui, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est que les élections soient mieux organisées et que nous ayons... Donc, mais les élections doivent être mieux organisées. Ils disent nous voulons avoir nos yeux dans l'organisation. Parce que lorsque le délai qui a été donné dans la feuille de route, non seulement dans la feuille de route, où finalement l'Assemblée nationale a validé les 8 membres, le temps qu'ils aillent, n'est-ce pas, prêter serment et rentrer à la CENI. Et puis, il y a autre chose, il n'y a pas que la CENI. Vous savez, même, je crois, en Côte d'Ivoire, lorsque l'opposition luttait pour entrer à la CENI, le pouvoir a dit que le vrai travail se fait à la CENI. C'est la commission locale. Donc, à partir du moment où ces positions n'ont pas pu être éclairées, donc ils ne peuvent pas. Vous allez rentrer, ils vont rentrer, je crois, à la CENI, à Lomé, ils n'ont rien des CENI. Donc, comment voulez-vous que ces gens participent aux élections tant qu'ils ne sont pas, au moins d'une certaine sérénité? Ils ont déjà montré leur bonne foi par le passé, où ils sont même partis jusqu'à accepter une liste consensuelle, ce qui n'est jamais... on n'a jamais vu au monde. D'accord, c'était un fichier consensuel. C'était le moment de relancer, d'avoir de bons fichiers, et pour que l'offre politique et autres se passe sur le terrain, qu'on puisse voir Non, mais je crois qu'il y a des sujets intéressants. D'accord. Mais au Russe, il y a quand même un point, parce qu'on évoquait la visite du président togolais au Ghana, et on dit sans doute qu'ils ont parlé de la crise. Et puis aujourd'hui, on a un communiqué de la CEDEAO qui sort et qui met en garde les acteurs contre des déclarations, des invectives, des postures vis-à-vis de la CEDEAO elle-même. Ça a dû être un des rapports que le président togolais a fait à son homologue. Alors, je ne sais pas s'ils ont échangé dessus, mais mettons que moi, je dirais que la CEDEAO nous rappelle à nous-mêmes ce qu'elle est, en fait. Oui, parce qu'en fait, en réalité, parce qu'en réalité, vous étiez... mettons que vous aviez 2 protagonistes qui étaient à couteau tiré dans un pays où il y avait, à un moment, tout le monde tendait vers une certaine radicalité. Vous avez réussi à les ramener à une table de négociation, en sachant que, surtout pour le cas de l'opposition, c'était vraiment compliqué de ramener à la table, d'autant plus que les gens étaient beaucoup plus radicalisés. Ils estimaient que plusieurs fois ils sont partis à cette table et qu'ils ont été floués. On leur avait garanti qu'ils ne le seront pas. Vous mettez les gens à la table, on enclenche un processus et bien sûr, ces personnes vous disent, mais attention,
veut faire des élections, on ne veut plus retomber dans les travers qu'il y avait. Alors, il serait judicieux, on ne sait pas comment, mais il serait judicieux qu'on arrive à l'organisation d'élections, une restructuration de certaines institutions de manière consensuelle afin de pouvoir aller à des élections qui se déroulent convenablement et qui ne sont pas remis en cause. Alors, vous êtes le médiateur. Depuis que vous aviez décidé de faire cette médiation, la plupart des analystes ne voyaient pas trop où se situe le progrès, parce que ce qui a été obtenu, ils auraient pu l'obtenir sans que vous interveniez. Alors, et jusqu'à présent, on n'a pas eu le bilan de votre intervention. C'est-à-dire, en termes de médiateur, j'aurais souhaité que vous dites, oui, voilà, bon, on a essayé de négocier, ben, ceux-ci, ils sont en train de bloquer, ceux-ci, il y a un problème, ceux-ci, c'est pas ce que vous avez fait. Vous avez fait un jeu diplomatique très vicieux qui consiste à sortir des communiqués qui peuvent être sujets à multiples interprétations. Alors, je me rappelle quand il y avait eu, par exemple, la question du 20 décembre, où tout le monde se demandait, mais merde, il reste 2 mois, comment on va le faire 20 décembre, économiquement, c'est une période très, très sensible au Togo. Voilà, janvier, c'est la période de galère. Bon, grosso modo, vous faites un jeu vicieux qui consiste à mettre la population en face d'un choix. Est-ce qu'on s'occupe de business ou est-ce qu'on est frappé de peur et on sort du pays, on fait... Voilà, bon, bref. Le processus, vous avez été médiateur, le processus que vous avez enclenché a raté. Parce que l'un des protagonistes dit qu'il ne participe pas. Cela sous-entend que votre médiation n'a pas réussi. Et vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas rendu de bilan pour essayer de départager, ne serait-ce qu'aux acteurs, pas les protagonistes, mais ne serait-ce que tous les analystes, les acteurs, les intellectuels, les gens de la presse, les politiques, les politologues, ne serait-ce que pour que les gens sachent que, ah voilà, si nous n'avons pas pu résoudre ce problème, c'est parce que tel a fait ceci, tel a fait cela. Et maintenant, étonnamment, un processus s'enclenche, décrié dès le début, vous le validez, vous l'appuyez, et maintenant, le seul communiqué que vous trouvez à faire, c'est de dire aux gens, ok, d'accord, bon, le processus peut y aller, mais on vous avertit, quand vous allez manifester, de grâce, ne nous insultez pas. Alors, à un moment, il y a un problème. Le communiqué, c'était contre qui? Non, mais moi, je crois que le communiqué, c'est pour appeler à l'apaisement, à ce qu'on n'exerce pas de violence au cours de ces manifestations. Mais il faut dire que les violences ne sont pas que physiques. Les violences sont aussi verbales. Et puis nous avons vu depuis la semaine passée qu'il y a beaucoup plus cette propension à aller à des violences verbales au niveau de nos responsables, de nos leaders politiques et autres là. Mais à décortiquer le communiqué de la CEDEAO, donc c'est un communiqué qui ne fait pas la part belle à la C14, parce qu'on en a vu lorsque le PNP, le vice-président du PNP, Ouro Dikpa, a dit que à travers les 4 manifestations, ça sera le déluge total, entre griffes. Donc, ça a été repris également par la coordonnatrice de la C14, Mme Adjamagbo, qui a dit que la C14 va user de tous les moyens pour empêcher les élections. Mais elle a manqué de dire que la C14 va user de tous les moyens de droit ou bien conventionnels. Parce que là, on peut interpréter de tous les moyens, donc c'est quoi? Qu'est-ce que la C14 met dans les moyens et autres là? Et ça peut faire peur également à la CEDEAO, qui n'a fait que rappeler dans les 2 premiers paragraphes à nos acteurs et autres là. Mais ça ne fait pas la part belle à la C14. Et la C14 est mise devant les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, si la C14 va toujours dans sa logique, donc là, soit c'est foutre le bordel ou assumer ses responsabilités. C'est toujours pacifique. Madame Adjamagbo le connaît pacifique. Mais pour une fois, lorsque la dame dit, mais lorsque la dame dit que la C14 va user de tous les moyens, mais elle a envie de dire que de tous les moyens de droit bien conventionnel. Non, mais ça ne vaut même pas la peine. On connaît la passivité de Madame Adjamagbo.